Il y a presque 10 ans, de manière rêveuse et irréaliste, j'ai caressé le doux rêve de créer un site à mon nom, en anglais. Mais écrire pour quoi faire? Personne ne lit plus, et encore moins de l'art. Prise par cette vision optimiste, j'ai décidé de commencer à filmer les multiples interviews que je faisais. L'idée m'en était venue de l'exposition que j'avais faite sur Andy Warhol et la télévision en France, au Portugal et au Brésil. Lui qui était obsédé par l'idée de tout garder, de tout enregistrer, de tout mettre en boîte. Aujourd'hui, ma chaîne YouTube est riche de 2545 vidéos où on bosse. Et pour fêter ces presque 10 ans, j'ai décidé d'organiser des interviews publiques avec les personnalités les plus marquantes de notre époque dans l'art. Après hier, Hans Ulrich Obrist et avant demain, Glenn Loury, voici donc Maya Hoffman, la fondatrice d'un complexe artistique à Arles exceptionnel. Luma Arles, c'est aussi une entrepreneuse hors du commun. Je tiens à remercier ceux qui m'ont soutenue dans ce projet d'aujourd'hui, Docente et sa fondatrice Hélène, Piaget et sa directrice merveilleuse Adèle, ainsi qu'Emma, l'appartement Piaget curated by Asia Now, la formidable équipe de Projet Média qui est en train d'immortaliser cette conversation. Maya, ce qui m'a toujours frappée chez toi, c'est deux choses. La première chose, c'est une immense liberté d'assumer tes choix artistiques. Et maintenant, on a un peu de distance, et il s'est avéré que certains choix artistiques étaient extrêmement pertinents et on peut même dire visionnaires. La deuxième chose qui m'a frappée, qui est apparemment plus anecdotique, mais qui en fait ne l'est pas, c'est que tu es la seule personne à qui j'ai chanté une chanson en provençal et qui l'a complétée. Ça a commencé comme ça. Li pastoreu, enfin un assemblado, li pastoreu. Comment tu connais cette chanson? Parce que je suis de Provence comme toi. Ah oui. Voilà. tu la connais cette chanson? Oui, Pharaon Pagaon. Enfin, les Provençaux vont me tuer, mais non, li pastoreu, Pharaon Pamain no ben, un truc comme ça. Voilà. Vous avez en face de vous une véritable provençale internationale. Antengulu bureu. Antengulu bureu. Les sont Elle n'a pas révisé, hein. Non, je ne l'ai pas révisé, tu aurais pu m'avertir. Oui, on m'aurait chanté, ça aurait intéressé tout le monde. C'est les habits des Provençaux, et c'est l'hiver, et ils sont pleins de trous, et les litrao, tenen pagaille recao. Ça veut dire les trous, ça ne réchauffe pas. Voilà, et en fait c'est une chanson de Noël traditionnelle. Si cette histoire-là m'a frappée, c'est pour une chose. C'est d'abord qu'on a un passé commun, mais on ne l'a pas du tout vécu de la même manière. Ah ben moi, je suis née à Salon de Provence, mais surtout, ce qui m'a frappée, c'est ton amour pour Arles, en fait. Et ça, c'est vraiment le reflet de l'amour pour Arles. Et je voudrais que tu me parles de ça, parce que tu as mis au point un système Maya, Luma Arles, qui est une énorme machine à penser et à réaliser, et tu as décidé de réaliser ce projet-là, qui est un projet pour une capitale, dans une petite ville de Provence. Pourquoi est-ce que tu aimes Arles? Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts à Arles? Ben pour moi, Arles, ce n'est pas la vieille ville d'Arles. Bien sûr, il y a tout l'héritage romain et tout ça, c'est grandiose. Mais pour moi, Arles, c'est surtout la Camargue. Et je pense que c'est ça qui fait la différence. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point on peut s'occuper en même temps d'un vaste territoire et de culture. Hein. C'est donc d'essayer de mettre ces choses ensemble. Arles, c'était juste l'endroit où j'allais tous les matins à l'école. C'est loin, c'est 45 minutes de chez moi. Alors, hein. Tu habitais où? J'habitais en Camargue, j'habitais à la Tour du Valat, qui est une réserve naturelle.
et qui est à côté de la réserve nationale, qui elle, n'a existé tout ça s'est créé au moment où j'ai grandi là-bas. D'abord au milieu des années 50 et puis ensuite dans les années 60. Donc il fallait aller à Arles une fois par semaine en réalité au tout début. Non, moi j'allais beaucoup plus puisque j'allais à l'école tous les jours. Oui. Mais une fois par semaine, c'était nécessaire pour les Camarguais d'aller à Arles pour aller au marché et pour aller boire l'apéro au bar du Vauxhall ou du marché, justement le bar du marché, ou un peu plus tard le Malart. Tous ces endroits existent encore, ils se sont transformés, pas tous à cause de l'Ouma, il y en a qui se sont transformés avant, parce que ça c'est une des choses que j'entends souvent, qu'il y a une gentrification qui prend lieu, et en fait, ce qui se passe, c'est que Arles, par rapport à ses deux frères ou sœurs, Avignon et Nîmes, est vraiment resté endormi pendant beaucoup plus longtemps. C'est une petite et pauvre aussi. Mais elle est toujours pauvre. Non, pas changé. Ouais. Mais endormi, mais en même temps avec peut-être une identité encore plus puissante que ses Grâce à la Camargue, oui. Grâce à la Camargue. La reine d'Arles, les corridas, c'est très puissant. Oui, les corridas, c'est importé. Hein. Ah bon? D'Espagne, tu veux dire? C'est importé d'Espagne, oui. Oui, mais enfin, il y a un moment où ils ont fait leur les corridas quand même. Toujours, et ça va continuer, je pense. Enfin, sauf pour ceux qui sont complètement anti-corrida. Mais il y a un rituel, Moi, j'ai grandi avec ces rituels, ouais, et ces rituels-là, effectivement, font partie aussi de ce qui se passe à Arles. En fait, Arles, c'est la première corrida de la saison. Hein, c'est la corrida de Pâques. Très souvent, il fait froid, c'est une autre atmosphère. Et ensuite, elle termine un petit peu la saison avec sa deuxième corrida qui a lieu en septembre. Mais alors, cette enfance de cette petite fille-là, c'était une sauvageonne dans la Camargue? Pas du tout. Elle était comment? C'était bien. Non, mais sauvageonne, c'est pas négatif. Sauvageonne, ça veut dire qui est en lien avec la nature, qui fait du cheval. Oui, tout à fait. Et ton père, il jouait quel rôle là-dedans? Mon père, il s'occupait des oiseaux. Bah, mieux que ça, c'était un scientifique. Oui, c'était un scientifique. Il est arrivé en Camargue parce qu'il a fait son PhD dans une université suisse de Bâle sur les duvets des mouettes rieuses et comment est-ce qu'il participait à l'évolution de l'espèce. Et pourquoi les oiseaux migrateurs étaient en Camargue. Et puis ensuite, il s'est intéressé à que mangent les oiseaux, plutôt à simplement essayer de les attraper, de les conserver, de les mettre au musée, comme ça se faisait à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc il a quand même contribué à définir ce qu'est l'écologie moderne, avec beaucoup de contacts. En fait, on pense que la Camargue, c'est complètement isolé. Mais en Camargue, on recevait des scientifiques, on travaillait beaucoup avec d'autres colleges, des universités, que ce soit anglo-saxonnes, ou que ce soit suisses, allemandes et françaises, le CNRS, et on a développé des théories scientifiques qui sont de très haut niveau. Donc en fait, ça m'a donné l'envie aussi d'essayer de faire la même chose au niveau artistique, plus qu'au niveau culturel, mais vraiment au niveau scientifique. Mais il a eu un rôle très important pour le classement de la Camargue aussi. Le classement, il a participé à créer la Camargue, à créer la réserve nationale de Camargue, le parc naturel régional de Camargue, et on a créé ensemble, avec la famille, une réserve privée qui jouxte justement la réserve nationale et qui donc a agrandi l'espace protégé. Ensuite, moi, ce que j'ai beaucoup discuté avec lui à l'époque, parce que bon, j'avais 20 ans entre-temps, entre 0 et 20, et ensuite avec mon frère, ma sœur, ce qu'on a beaucoup discuté, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger le noyau dur de la Camargue. C'est-à-dire qu'au lieu de justement créer un musée ou un espace complètement
fossilisé. Quelles sont les activités à soutenir pour que les zones tampons, comme on les appelait, puissent aider à cette protection et quand même rester ouvertes à l'homme. Donc l'activité humaine, c'est venu dans un deuxième temps parce qu'à l'époque, dans les années 50, on croyait qu'il fallait préserver la nature à tout prix sans faire intervenir les hommes. Alors nous, on a au contraire beaucoup insisté, et lui aussi, mon père en premier lieu, que c'est l'humain qui fait partie de la nature et qu'il faut qu'il s'occupe et ne pas la laisser tomber en panne en la frigorifiant comme ça, en la frisant. Oui. Mais alors tu as vu quand même ton père se battre pour des... Ben, mon père, il faisait ces choses. Il faisait ces choses, mais de manière très impliquée. Tu as un exemple. Ben oui, tu as vu cet homme. Bien sûr, très impliqué. Et alors, il y a le côté camarguais, il y a le côté suisse. Et la seule fois où j'ai fait une vidéo avec toi, tu m'as parlé de ta grand-mère, Maya Sacher. Oui, mais on voulait parler d'art ou on voulait parler de famille? Oui, on voulait parler de ça. C'est de là que vient ta force. Un petit peu. Ok. Ta grand-mère, c'est l'art aussi, non? Ben, ma grand-mère était collectionneuse, effectivement, et elle a été mécène des musées de la ville. Et elle a contribué à construire le Öffentliche Kunstsammlung, la collection publique de la ville de Bâle, le musée d'art moderne de Bâle. Et puis ensuite, elle a aussi construit un musée pour l'art de la deuxième partie du XXe siècle, à partir de 1950. Donc ça, et ça a commencé séparément, et maintenant toutes ces choses sont ensemble et sont gérées par le musée et la ville de Bâle. Et est-ce qu'elle t'a inspiré, cette grand-mère? Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis très proche de ma grand-mère. Toujours encore, puisque de temps en temps, je me souviens de ce qu'elle faisait. Et qu'est-ce qui t'a frappé, par exemple? J'aimais bien ce qui est frappant, c'est quand même qu'elle a créé une fondation qui est une des meilleures collections de cette époque, de son époque, qui a collectionné sans exagération, sans trop de moyens, toujours dans les limites des pièces majeures. Et est-ce qu'elle a donné d'une certaine manière une impulsion à ton projet à toi? Est-ce que tu as pensé à elle comme un exemple? Ce qui a donné une impulsion, c'est qu'elle m'a demandé de participer sur le conseil de fondation de sa fondation Emmanuel Hoffmann, et qu'en fait j'ai grandi. Les autres membres du conseil, il y avait un ambassadeur international qui avait ouvert la Chine à la Suisse, qui était le premier. Non, pas Ulysses, la Russie, je voulais dire. Ouais. Ah oui. L'USSR, au moment de la perestroïka. Et lui, c'était l'ambassadeur Joles, Paul Joles. Ensuite, il y avait quand même Pontus Sulten, Jean-Christophe Amann, Werner Dukelin, qui était le directeur du théâtre de Bâle. Et toutes ces personnes ensemble, j'étais très honorée de pouvoir parler avec eux, parce que bien sûr, ils avaient le double de mon âge. Toi, tu avais quel âge? Aussi bien ma cousine Maya, qui s'appelle Maya Eury, et moi, on est rentrés comme observatrices dans cette fondation. Et depuis, on s'est toutes les deux intéressées à l'art contemporain, effectivement. Ça a eu un effet sur nous. Je pense que c'est Pontus et Jean Tinguely et toutes ces personnes qui gravitaient autour de ma grand-mère qui nous ont apporté ça. On passe à autre chose. D'accord. Mais Pontus, quand même, on peut parler une seconde de Pontus et Tinguely, c'est incroyable ça. C'était des gens d'une extrême liberté, non? Oui, une surtout liberté qu'on ne tolérerait plus aujourd'hui, peut-être. Comme quoi, par exemple? Tout, juste de dire ce qu'on pense, de faire ce qu'on veut, quand on veut. Je ne pense pas que ce soit le cas aujourd'hui, que ça se passe encore comme ça. Alors, arrive le moment où tu te dis, moi aussi je vais faire ma chose à moi. Ça arrive comment ça? Là, c'est de l'art. Hein. Comment ça arrive? Ça arrive, je ne sais
pas, vraiment. J'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire. Alors, je suis peut-être comme tu vois, ouais, mais bon, moi, je c'est suis ce qui me frappe chez toi. Mais on m'a dit... c'est arrivé plus ou moins à 50 ans. J'ai commencé à mettre ensemble toutes les pièces du puzzle. Mais ça ne veut pas dire que j'ai rien fait avant. J'ai fait justement, créé pas mal de pièces du puzzle. Et à 50 ans, je me suis décidée de faire cette fondation. Non, c'était à 40 ans. Voilà, j'ai fait des enfants à 40 ans, une fondation à 40 ans. À 50 ans, j'ai décidé de créer un centre à Arles. Et à 60 ans, j'ai ouvert le centre à Arles. Et là, maintenant, j'en ai l'année prochaine 70. Ça va, les trucs perso, c'est bon. Bah, un peu de perso. De toute façon, c'est perso. Par exemple, ta fondation, elle porte le nom de tes enfants, non? Oui, les initiales. Ouais. Les initiales. Donc, avant de créer cette chose-là, tu produis déjà, et le principe de production, c'est une chose très importante chez toi. Ça, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, on a parlé de ça, à l'aéroport. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et c'était justement que j'avais décidé de faire la fondation, j'avais à peu près 40 ans. Donc, tu vois, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Oui, c'est vrai. Et oui, alors, c'était quoi la question? Hein? Oui, moi j'ai une très bonne mémoire. Bah, premier principe, premier élément clé, la production. Oui. Parce que, en fait, les collectionneurs, ils aiment bien accrocher des trucs sur les murs, tels qu'on les imagine. Sauf quand c'est Barnes, ça va un peu plus loin. Et puis, il y a aussi les collectionneurs qui revendent, etc. Mais toi, tu n'es pas sur ce modèle-là du tout. Tu as inventé un modèle. Ouais. Mais... Non, là, oui, je me suis plus ou moins séparée de cette fondation au moment où j'ai vu qu'on ne pouvait pas, qu'il y avait d'autres choses que j'avais envie de faire ou d'acheter ou de collectionner. Hein. Ça, c'est la première étape. Alors. Ouais, moi, j'ai appris à collectionner dans un groupe de collectionneurs, mais j'avais très envie quand même de faire ce qui m'intéresse, moi. Donc, j'ai créé ma propre fondation ou ma propre collection. Ça a commencé par une collection, petite collection, hein. Je n'ai pas une très grosse collection. Et ça a commencé par la collection de choses qui n'étaient pas achetées par la fondation Emmanuel Hoffman. Donc j'ai fait la collection de la fondation Luma, ou Maya Hoffman, au début c'était Maya Hoffman, et ensuite, de fil en aiguille, et je pense que ça c'est très souvent ça, c'est pour ça que les questions sont intéressantes, mais c'est très souvent ça, les personnes ne se réveillent un jour et disent « je vais créer ça parce que je suis visionnaire ». Non, c'est tous les jours. On va travailler tous les jours, on fait ces choses, et de fil en aiguille, on essaie de faire quelque chose qui tienne la route par rapport à ses convictions. Et je pense que c'est ça qui est intéressant pour tout collectionneur, hein, d'ailleurs. Bah, tu as créé ton... Et produire, ça veut dire, oui, c'est peut-être donner des commissions. Commission, ça s'appelle aussi en anglais, n'est-ce pas? Oui. Donc, après, bien sûr, tu produis. Si tu veux commissionner ou si tu veux commander une œuvre, tu peux soit aller à la galerie et te dire tu vas aller m'aider à passer cette commande, ou alors tu vas parler avec l'artiste parce que tu l'as remarqué? Non, parce que you're enjoying tu oui, apprécies. c'est plus amusant que de parler pardon, mais à une journaliste, à une galerie ou un banquier ou... Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de parler avec les gens qui vraiment font les choses. Mais justement, les autres, ils organisent les choses. C'est pas tout à fait la même chose. On m'a dit que toi, tu avais le langage des artistes. Tu savais parler avec eux. C'est sympa. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Tu crois que c'est quoi le langage des artistes? C'est peut-être parler plus avec ses mains, moins avec son intellect, je ne sais pas. En tout cas, ça a beaucoup à voir avec un engagement aussi. Et puis ça a à voir avec aussi une humilité quand même, bon, parce qu'on se dit que tous les grands artistes sont des stars, ou des stars architectes, ou des stars artistes. Mais moi je pense que non, c'est plutôt des gens qui reçoivent des idées, qui passent toute une vie à les digérer et à les redonner à d'autres, oui. Et ça, c'est un artiste, se sent obligé quand même
il ne peut pas vivre sans produire, enfin produire dans ce cas, sans produire d'art. Hein. Et quand tu as commencé à penser ce que tu voulais faire, tu t'es entouré d'un groupe de personnes. Oui, petit à petit aussi, au fur et à mesure. Dont un était là hier. Ah, oui, le Hans Ulrich. Oui, j'ai rencontré Hans Ulrich à la Documenta. Je ne me souviens plus quelle année, il y a très longtemps, il était très jeune. Et j'étais avec Piche Kouriger et on a fait tout le tour de la Documenta ensemble. Ensuite, je ne l'ai pas vu pendant quelques années, puis je l'ai revu quand je suis allée à la Kunsthalle de Zurich, où on m'avait demandé de devenir présidente et de soutenir cette institution au moment où j'ai eu mes enfants, et j'avais 40 ans. Hein. Donc je suis devenue présidente. Béatrix Ruf faisait un programme très ambitieux et qui attirait Hans Ulrich à nouveau, donc j'ai revu Hans Ulrich. Je commençais à aller à la Biennale de Venise aussi avec des projets pour pouvoir coproduire des choses, pour pouvoir les montrer. Et il y a surtout 2 artistes que j'avais rencontrés, donc Philippe Parreno, Liam Gillick, avec qui on travaillait ensemble. Donc je leur ai demandé, à côté de Tom Eccles, parce qu'en même temps je soutenais j'ai commencé à soutenir le Bard College parce que je suis très intéressée par l'éducation et les universités et les collèges à l'américaine particulièrement. Donc en ce moment, je suis en train de faire des va-et-vient pour voir comment est-ce que ces situations vont continuer. Tout le monde se pose les questions, c'est intéressant. Et donc à 5, on s'est mis ensemble dans cette première partie du développement du programme. Ouais. Mais je les réunissais un peu partout et comme on s'est rendu compte avec Hans Ulrich, en fait, partout où j'avais des maisons, on a fait des réunions. Et on est arrivé à faire entrer un effet très cosmopolite, en fait, et vraiment, véritablement, déjà très tôt transdisciplinaire, avec les artistes, avec les curateurs, avec les directeurs, avec des gens, au fur et à mesure, en créant les expositions, une famille qui commence à grandir comme ça. Hein. Mais par exemple, Philippe Parreno, tu as produit un absolu chef-d'œuvre de lui qu'il a fait avec Douglas Gordon. Ah oui, ça, c'était il y a longtemps. Oui, mais là, dans mon récit, on en est encore il y a longtemps. Ouais. Oui, je sais, elle veut déjà partir, c'est horrible. Ouais, je ne veux pas rater la performance. Et regarde, il est à peine 7 heures. Hein. Ouais. Tu as encore un peu de temps, un tout petit peu. Et donc, Zidane, souvenir? Non, Zidane, c'est vraiment un projet. Pendant que j'étais en train de parler d'autre chose avec Philippe, il était déjà en production avec Zidane. Donc je suis pas là avec Zidane, je suis pas là depuis le début. D'accord. Mais il y avait plusieurs collectionneurs qui ont décidé à l'époque d'acheter des éditions du film. Mmh. En fait, c'était un film qui a combien de caméras? Je ne me souviens plus, 12 ou 16 caméras. Énorme. Tout autour du stade. Et qui s'attachait à filmer Zidane lui-même. Et il y a un film qui est mixé, voilà, oui, c'est ça, exactement. Et c'est mixé comme, ça peut être un film qui a la durée d'un match de foot, mais c'est aussi, je crois, 17, hein, je me souviens, là, il faudrait que je regarde. Pas 13, mais presque, c'est un nombre... mais un nombre impressionnant pour vraiment suivre. Et chaque caméra est aussi une œuvre d'art, hein. Donc on ne le voit que du point de vue de cette caméra. Et la mienne, après, a été installée dans un coin, corner piece. Voilà. Et il faut qu'on le remontre de ce jour. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir le film dans cette entièreté. Moi, quand je l'ai vu, c'était vraiment frappant parce que c'est comme une sculpture du XXIe siècle, en fait, qui s'attache à cet athlète hors norme. C'est comme une sculpture grecque, mais du XXIe siècle. C'est vraiment une pièce fabuleuse. Et je pense à une autre pièce fabuleuse que tu as aidé à réaliser, c'est Christian Marclay, The Clock. Oui, Christian Marclay.
Et ça, c'était comment cette aventure? Bon, j'en ai juste un peu discuté avec lui au fur et à mesure. Il était tellement lui et un assistant, ils étaient tellement dans le montage tout le temps, pendant des mois et des mois et des mois. Ouais. Et effectivement, c'est une pièce qui s'est avérée être remarquable à l'arrivée. Exceptionnelle. Ouais, c'est exceptionnel. Je pense qu'elle frappe tous les gens qui la voient. Exceptionnelle, ouais. Cette idée d'un zapping géant à travers le temps et à travers les films. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est vrai que on se sent happé par le suspense d'une situation, parce qu'il y a le clock, l'horloge qui bouge, et chaque seconde est documentée à travers un extrait de film, de tous les films différents. Donc tu vois un peu le boulot. Oui, c'était et quand même toujours des séquences suffisamment courtes pour ne pas avoir à payer des droits non plus, parce que ça serait vraiment c'est ça. Ben oui. Ben oui, il y a tout ça à voir. Hein. Et donc tu vas mettre 10 ans pour arriver à faire éclore le projet arlésien. Oui, nous on a travaillé au fur et à mesure, on a fait des tas de choses au fur et à mesure d'Arles. On a fait beaucoup de préfiguration pour Arles, mais en fait, la Fondation, elle a toujours continué à soutenir des institutions ou des artistes pour faire leurs projets. De la production réelle, où j'aurais produit de A jusqu'à Z, pour un film, par exemple, ce n'était pas le cas. Hein. Là, je soutenais plutôt l'artiste. D'accord. À le faire. Donc, je suis plutôt, comme on m'a appelé dans la presse, plutôt anglo-saxonne, un enabler. Je suis une facilitatrice. C'est pas mal ça. C'est ça. Ouais. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux non plus. Hein. Mais donc tu as créé une sorte d'écosystème, parce que c'est pas que là. Ensuite, on a eu ce core groupe, et puis oui, la première dizaine d'années, puis ensuite, moins 8 ans, et on a produit des expositions de groupe assez intéressantes. Et puis ensuite j'ai monté une équipe pour Arles. Hein, et ça, ce sont mes collaborateurs les plus proches, et il y a eu beaucoup de personnes. Il y en a une qui est là. Qui est caché, à moins qu'il soit parti. Mais non, il est en train de nettoyer la lentille de son... Il y a Vassilis qui est le directeur artistique du programme, et du programme artistique et des expositions, qui est venu plus tard. Christophe Danzin, que tu connais aussi. Mustapha, qui signe les documents pour la partie française de ce projet. Mais le projet, il n'est pas qu'artistique. Si, enfin, je ne sais pas. Il y a toute une partie engagement local. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Tu veux parler de l'atelier Luma? Oui. De comment ça, c'est en même temps. En fait, pourquoi d'un seul coup, quand on a une fondation qui est flexible, qui est gérable, pourquoi est-ce qu'on se met en tête de construire quelque chose? Soit on construit en dur quand on est un collectionneur, parce qu'on est quand même sur un ego trip qui n'a pas été le cas dans ce projet-là. De toute manière, on le fait parce qu'on se dit où va aller ma collection, comment est-ce que je vais pouvoir faire ça sur le long terme. Oui. Hein? Chez nous, ça s'est passé différemment. Nous, on a voulu faire un projet qui soit implanté dans le territoire. Et en même temps, j'avais mon héritage pour l'écologie et de l'écologie. Donc, je me posais toujours la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette réserve ou ce travail de mon père ne disparaisse pas complètement. Donc, il y avait la possibilité à travers l'outil de la technologie, qui était juste une chose en train de se développer à l'époque, de se dire, je vais prendre des matériaux qui existent dans la nature, je vais les transformer et je vais m'en servir pour faire du bien à l'écologie et au monde. Au monde, oui. C'est pour le greater good, comme on disait. Donc, c'est pas de l'utopie, ça a été très pragmatique depuis le début. Ce projet d'Atelier Luma, c'est une recherche sur le territoire. C'est une approche scientifique. On a recherché où était quoi,
On a des tournesols, on a du sel, on a de la paille, on a du riz, pas mal d'autres choses aussi, et puis des pigments naturels. Et on s'est rendu compte, en engageant des designers, c'était des designers qui venaient plutôt comme des résidents, hein, pour passer du temps à Arles, et qui ont développé des produits, et qui ont breveté des produits. Donc on a prototypé pas mal de choses. Et là, on en est au point où on a maintenant des relations et tout un réseau avec d'autres pays, entre autres, surtout en Méditerranée. Et ça, c'est là où le réseau, justement, que j'avais de la Tour du Vala, qui était la station biologique dans laquelle on travaillait avec mon père, et là où j'ai grandi. Ce réseau-là s'est avéré bien pour pouvoir prendre des contacts, pour se servir de la technologie pour transformer des produits qui auraient fini à la poubelle, et tout ça, et en faire par exemple des matériaux de construction, des textiles et des choses, mais qui soient un petit peu comme ce que j'avais fait à la Chassagnette, qui est un restaurant biologique. Oui. C'est comment est-ce qu'on peut convaincre une audience que ce qui est biologique, organique, hein, peut être goûteux. Et donc très tôt, avant tout le reste, tu as créé la Chassagnette en pleine Camargue, ce restaurant fabuleux. Qui a reçu tout de suite une étoile, ce qui n'était pas logique parce que ça ne suivait pas les règles de Michelin, hein, puisqu'il n'y a pas de... Ça ne suit aucune de ces règles. Il n'y a pas le tralala. Mais c'était très bon. Et il y a des champs merveilleux autour. Ça a prouvé qu'on peut en fait faire avec des légumes ce qu'on fait d'habitude avec autre chose. Mais je ne suis pas une staccanoviste de l'environnement, hein, mais je pense qu'on a trouvé une façon organique de vivre en Camargue qui est assez intéressante. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui suit ça. En France, ça a toujours été très politisé. Alors que moi, c'est pas que je m'enlève de ça, non. Mais je trouve que c'est tout simplement très naturel de respecter la nature. Et donc ça s'est construit naturellement chez moi. En tout cas, la Chassagnette, ça s'est fait bien avant tout le monde. Et si on parle d'architecture, si on parle de Franck Gehry, pourquoi tu as choisi Franck Gehry? Parce que je le connaissais, je suis allée le voir et je lui ai demandé s'il voulait le faire. Et pourquoi lui? Parce qu'il était, il avait des formes un peu plus libres. En fait, c'est un artiste, oui. Franck. Mais tu es allé voir au feeling? Oui. Non, mais je l'avais rencontré, puis j'ai travaillé avec lui sur le montage du film de... Comment s'appelle-t-il déjà? Mathieu, au secours. Le Sketches of Frank Gehry. Ouais, et le grand réalisateur qui fait un documentaire sur Gehry. Je l'ai rencontré après que le film soit fini, en fait. Franck, mais je l'avais vu beaucoup sur le banc de montage. Et il s'est avéré qu'il avait passé son voyage de noces à Arles et en Camargue. Et donc, de fil en aiguille, on a eu pas mal de discussions. Et il était fasciné par les ruines romaines, hein, plus la nature, plus ce qui s'est passé après avec toutes les choses romanes. C'était une coïncidence incroyable, non? Bon, je sais pas, ça existe. Le voyage de noces à Arles, c'est original pour un Américain. Ouais. Et il avait travaillé à Nîmes aussi. Et donc, je lui ai demandé de faire ça parce que c'était une propriété privée et je ne me suis pas rendu compte qu'en France, on n'a pas le droit de faire ça et que ça a créé un tollé. Et voilà. Mais tu t'es battue? Je ne me suis pas battue, je me suis défendue. C'est quoi la différence? Ah ben, il y a beaucoup de différences, hein. Tu t'es défendue pour ton projet? Oui, j'ai défendu mon projet. J'ai défendu mon projet. Ouais. Ouais. Et mais au fur et à mesure, on a tous beaucoup discuté. C'est pas moi, c'est pas un caprice, hein. On a
tous beaucoup parlé, on a beaucoup échangé et on n'a pas eu le temps encore de publier tout ce qu'on a qui pourra expliquer comment ce projet est venu parce qu'on est resté beaucoup le nez dans le guidon à construire. Et là maintenant, on a... Ouais. Et cette architecture, elle raconte quoi selon toi? Parce qu'elle va être là pour toujours. Elle est un peu chaotique à l'intérieur. Mais toi aussi, tu aimes le chaos organisé, je trouve. Ouais, j'aime bien l'organisation chaotique. Tu cultives ça? J'ai l'impression que tu sens que des idées peuvent surgir différentes. Non, mais je pense que les idées peuvent surgir à partir du moment où on met des choses qui sont restées très longtemps dans des catégories différentes, sans vraiment avoir la possibilité de se rencontrer. J'ai vraiment très, très vite pensé que cette mise en relation pouvait vraiment changer un peu l'équilibre des choses et produire des choses plus... Je ne sais pas, que ça peut être un peu plus créatif, déjà. Hein? Et quelle est ta conception de l'achievement, de l'accomplissement? Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Il y a une tour scintillante. On est en train de faire... Elle ne scintille pas. Franck a voulu peindre avec la lumière. Voilà. Donc il y a des moments où elle scintille, il y a des moments où elle est complètement plate, il y a des moments où elle est en tout cas très vivante. Oui, et tout dépend de l'endroit d'où on la voit aussi. Exactement, exactement. Mais aujourd'hui... Tout ça, c'est une longue histoire, mais on en a beaucoup parlé. Mais aujourd'hui, tu as multiplié... C'est moi qui ai voulu qu'il garde le métal. Lui, il est passé par une phase où il a voulu mettre que de la pierre ou que du béton. Parce qu'il a dit c'est une ville industrielle, il faut faire ça. Ouais. Non, il y a eu cette phase aussi. Donc on l'a fait moitié-moitié. On a fait la colonne vertébrale avec les ascenseurs, le socle avec toutes les pièces, les salles d'exposition qui sont complètement organisées. Et par-dessus, si vous voulez, c'est plutôt comme une sculpture, si tu veux. C'est vraiment une sculpture par-dessus. Donc c'est à regarder plutôt comme une œuvre d'art. Je sais qu'on peut se dire pourquoi si grand et pourquoi... Mais c'est grand parce que je voulais qu'on puisse voir à la fois la Camargue et le Rhône, la Suisse. J'avais pas trop tort alors de commencer par la Suisse et la Camargue. Non, c'est vrai, pour une ville comme Arles, c'était important. On a fait ça dans le parc des Ateliers. C'est un lieu qui est resté fermé pendant des années. Ou alors, même quand il était en activité, personne n'avait le droit d'y pénétrer. Il fallait qu'on présente sa carte, qu'on aille pointer. Et ensuite, ces travailleurs pouvaient rentrer chez eux le soir, mais personne des familles n'avait vraiment la possibilité de rentrer, de voir ce qui se passe. Donc ça a toujours été vu comme un endroit fermé. Aujourd'hui, c'est gratuit. Quand ça a fermé, non, mais je parle de quand c'était la SNCF. Oui, oui. Ouais. Donc cette envie, oui, d'ouvrir ces lieux, ça a été déjà esquissé par les rencontres. Quand on a ouvert avec François Hebel, ça va chercher en 86. Et puis ensuite, on est arrivé à le faire avec ce projet de parc. Et ce parc qui a été dessiné par Bassmetz avec notre équipe, parce que c'est une fois de plus un travail d'équipe. Et Bass sera le premier à vous le dire. Je l'ai interviewé à propos de Notre-Dame, justement. Ben oui, mais là, il ne va pas parler de Louma quand il parle de Notre-Dame. Non, il parle de Louma aussi. Ah ouais. Mais, mais donc, on a fait ce parc qui est aussi une des traductions de ce qu'on essayait de faire en même temps avec l'atelier Louma. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas une vision. C'est petit à petit, chaque pierre apporte. Et c'est ce qui est génial parce que ça donne envie de continuer. Ben même quand l'époque s'y offre pas
complètement, on a quand même envie de continuer. Et on reçoit des lettres tous les jours, des étudiants qui veulent venir, on est en train de construire quelque chose. Une communauté. Oui, tout à fait. Après avoir réalisé toutes ces choses-là déjà, est-ce que tu as une idée, est-ce que tu as un sentiment d'accomplissement, d'achievement? Non? Non. Pourquoi? Si, c'est bien, il y a des gens qui viennent, ça bouge. Et tu rêves de quoi aujourd'hui? Mais c'est quoi l'accomplissement? Quand tu te lèves le matin, tu dis quand même j'ai fait ce lieu-là à Arles, j'ai changé l'écosystème arlésien. Moi, je ne sais pas. Il faut surveiller, il faut voir. C'est l'accomplissement, c'est plutôt quand tu te lèves le matin, tu te dis je reste chez moi, j'ai plus besoin de bouger. Oh, mais là, tu deviens dépressif, non? Ça, c'est pas le cas. Justement. Bah oui. Mais tu rêves de quoi aujourd'hui? Ah, mais tous les jours, je vais faire des choses, moi. Mais est-ce que tu as un grand rêve, là? Non. Des petits rêves? J'ai beaucoup de rêves. Ouais, beaucoup de rêves. Donne-nous un rêve, là. I have a dream. C'est bien. Ce qu'il y a de bien avec les rêves, c'est que c'est fait pour rester. J'aurais tout essayé, mais en tout cas, je tiens à dire que je tiens parole parce que Maya m'a demandé de la libérer à 19h15 parce qu'elle a rendez-vous avec une artiste et j'ai promis de la libérer à 19h15. Nous y sommes. Et quelle heure est-il? 19h15.